Bonjour à toutes et tous, ravi de vous avoir avec nous. Et alors je suis particulièrement ravi d'avoir un panel aussi varié. J'ai beaucoup travaillé avec Edgar Morin et la question de la pluridisciplinarité pour moi est clé dans ce monde assez complexe. Alors aujourd'hui pour vous présenter, donc Nathalie Belin, proviseure adjointe cité scolaire d'Arsonval de Brive, experte associée IH2EF, Académie de Limoges, mais aussi spécialiste de la question des compétences. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Romain Briot, donc vous êtes directeur général adjoint responsable du pôle cohésion sociale et territoriale intercommunalité de France, donc une vision territoriale. Jean-François Cerisier, bien sûr, professeur d'université sur Poitiers et directeur de l'unité de recherche Techné. Xavier Delporte, directeur des relations avec le public à la CNIL. Donc vous voyez, un panel très très large. Et Cyril Savary, principal collège Arthur Rimbaud à Latillé, expert associatif aussi IH2F. Vous m'expliquerez ce que c'est, hein, parce que même moi je ne sais pas, sur l'Académie de Poitiers. Alors, pour faire une ouverture et puis simplifier le thème, parce que c'est vrai que quand on le lit, c'était un petit peu abscon, on va dire. En ouverture, j'aurais tendance à dire, et si l'école cessait d'être un lieu pour redevenir un milieu et un lien, de lieu à lien, il n'y a qu'une lettre. Un milieu où les compétences se parlent, où les temps s'alignent, où l'élève vit une continuité éducative et où, face aux rumeurs et aux bots, au numérique, les territoires peuvent reprendre la main. Et ça nous chante en termes de citoyenneté. Et je vous rappelle que l'année prochaine, on a les municipales quand même. Et donc, c'est une question qui est une question tout à fait d'actualité. Alors, juste pour le cadre, hein, pas de slide aujourd'hui. On va explorer interaction, levier, transformation possible au-delà des silos. Et puis, comment territoire, plus école, plus numérique, plus coopération peuvent apparaître comme des nouveaux modèles sur la base de chacun, vos expériences et votre vision. Bon, la règle du jeu, hein, c'est réponse courte, concrète, un exemple, une idée. S'il vous plaît, on n'a qu'une heure. Donc on évite de parler 3 heures sur chaque sujet. Je vais commencer par une question qui est identique pour tout le monde. Dans vos pratiques et dans votre vision, quel moment vous a montré que l'école fonctionne mieux quand on décloisonne? Et donc je vais commencer par Cyril Savary. Alors bonjour, donc d'abord peut-être l'IH2EF, c'est l'Institut des hautes études, de l'encadrement et de l'éducation et de la formation. En fait, c'est l'école qui forme les cadres de l'éducation nationale, les chefs d'établissement, mais également les inspecteurs. Donc voilà. Et nous sommes croisés avec Nathalie Belin sur l'IH2EF où nous sommes experts associés. Donc on intervient et on ramène un peu de terrain. Pour répondre à votre question, donc moi je me suis rendu compte qu'en fait on avait besoin, j'ai un peu d'expérience maintenant dans la direction des établissements, quand je me suis rendu compte que quand on ouvrait l'établissement, les résultats des élèves changeaient et la dynamique de l'établissement changeait. Je suis sur la 5e rentrée sur un petit établissement rural qui est TNE, Territoire Numérique Éducatif, qui était pilote, donc qui utilisait le numérique, qui était en fonctionnement très convenable. Et puis on s'est rendu compte qu'en ouvrant à des partenaires multiples et variés, comme un centre socioculturel, comme des animateurs, quand on a réussi à mettre le numérique à une certaine et bonne distance, eh bien on se rend compte que nos indicateurs changent. Indicateurs de vie scolaire, sérénité dans le climat, mais également les résultats scolaires. Clairement, on a vu une nette amélioration des résultats d'orientation, des résultats de nos élèves quand ils poursuivent après en lycée. Donc voilà. Alors, on est sur le salon Educatech. Je vais commencer par dire en fait qu'on a réussi le premier challenge, c'était de mettre le numérique à distance. On ne l'a pas interdit, on ne l'a pas banni, mais on a appris aux élèves à l'utiliser. Le deuxième challenge qu'on a dû relever, c'était décloisonner les temps éducatifs. Parce qu'on fonctionne trop en silo, vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, et il a fallu travailler en faisant venir des animateurs sur du temps de midi et 2, en travaillant avec le centre socioculturel de notre territoire qui a monté des dispositifs avec le soutien de la caisse d'allocation
familiale dans l'établissement, en montant des classes en dehors du temps scolaire, classes qui ont démarré dans l'établissement, puis qui après se sont déportées dans les petites communes des alentours, où là les élèves étaient pris en charge depuis le collège jusque dans les communes. Et après, le collège a pris sa part, et c'est là que c'est formidable. C'est qu'on se rend compte, et après je m'arrêterai pour laisser la place à mes collègues, qu'en mettant en mouvement avec des partenaires, on arrive à faire changer les pratiques à l'intérieur de l'établissement. Nathalie, si vous voulez réagir. Oui, alors, changer les pratiques à l'intérieur d'un établissement, ça se fait très souvent par les projets. La difficulté qu'on rencontre, c'est vraiment de coordonner tout ça. Moi, je travaille dans un lycée général et la réforme de 2019, en fait, a ouvert les possibles pour nos élèves d'un point de vue des spécialités qui sont maintenant très diverses et qui peuvent construire des parcours individuels qui sont extrêmement riches. La difficulté, c'est comment, en fait, au-delà de ces parcours individuels, on crée du collectif en fait au sein de l'établissement, du collectif à l'échelle des élèves, mais aussi du collectif à l'échelle des personnels encadrants, qu'ils soient enseignants, vie scolaire, etc. Et ce collectif aussi, on le réfléchit avec nos partenaires artistiques, culturels autour. Et ça, c'est un vrai défi. Et pour l'instant, il y a des projets qui ont une valeur ajoutée, mais on n'arrive pas à vraiment aller vers ce collectif. Et pour illustrer mon propos, et dans une autre vie, j'étais aussi responsable d'un service d'appui à la pédagogie à l'université, en charge du déploiement de l'approche par compétences. Et dans ce cadre-là, en fait, les référentiels de compétences sont décrits et sont mis en place des situations d'apprentissage et d'évaluation qui, de facto, en fait, mêlent les disciplines étudiées. Et j'ai pu voir le bienfait que ça avait pour les étudiants, en fait, la mise en œuvre de ces situations d'apprentissage et d'évaluation, où ils vont en fait comprendre les liens qui se tissent entre les disciplines et comment ils vont pouvoir les mettre en action, puisque la définition de la compétence, telle que le propose Jacques Tardif, c'est un savoir agir complexe, en fait, où ils vont mêler tout ça. Donc là, j'ai pu le voir vraiment dans le contexte universitaire, et j'aspire à essayer de réimaginer en tout cas une partie de notre lycée pour pouvoir le mettre en œuvre aussi. Romain j'ai enseigné à McGill pardon, non, je voulais d'abord demander à Cyril. J'ai enseigné à McGill et comment dire, on avait vraiment décloisonné à la fois les disciplines, à la fois l'ouverture à l'entreprise et la relation de pair à pair, une logique de pédagogie inversée. Est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui commence à émerger réellement en France, ou est-ce que c'est quelque chose qui a blocage ? Oui. Alors là, je me sens très mal parce que, comme je n'ai pas entendu que c'était à moi que tu adressais la question, tu veux que je la repose ? Je réfléchissais à ce que j'allais dire après. D'accord, je la repose. J'ai enseigné à McGill et on décloisonnait, on ouvrait public-privé, on faisait intervenir des artistes et on était en logique de pair à pair. Et ça fonctionne très très bien. Et le modèle nord-américain, comme le modèle asiatique, fonctionne de plus en plus comme ça. Qu'est-ce qui se passe en France ? Est-ce que ça commence à exister ou pas ? Bon, là j'ai entendu la question. Alors, donc je vais répondre en faisant un grand détour, en disant ce que j'observe, puisque la façon de poser la question précédente, c'était assez terrain. Moi, ce que j'observe, et je vais mettre ça en relation et avec ta question, et avec le numérique, et avec ce qu'on peut finalement voir dans les allées de ce salon, c'est qu'on parle beaucoup de décloisonnement, qui est quand même une terminologie un peu ancienne, disons, voilà, mais bon, donc, que l'on peut très bien comprendre. Tu as commencé la table ronde en parlant d'Edgar Morin, donc de complexité, puis d'interdisciplinarité. Donc on en parle beaucoup depuis longtemps, et puis sur le terrain, c'est très difficile à réaliser. Et le numérique, qui semble être une aide à cela, fait souvent obstacle. Voilà, c'est ça qui me semble assez important à dire ici.
C'est-à-dire, moi je le vois bien, aussi bien sur les terrains de mes recherches qui sont plutôt des établissements scolaires, écoles, collèges, lycées, que dans ma pratique et mes recherches aussi d'enseignant-chercheur à l'université. La façon, avec un tout petit regard historique, hein, très rapide, le numérique, disons, allez, on va le prendre à l'école à partir des années 85-90, comme tout le monde le sait. Il a été quand même introduit dans ces années-là avec des techniques et une réflexion qui favorisaient plutôt des activités individuelles que collectives, plutôt disciplinaires qu'interdisciplinaires. C'était le point de départ. Je saute quelques étapes, je vais en prendre une intermédiaire et je vais parler d'aujourd'hui. Ensuite, dans les années fin 90, début 2000, accès de tout le monde à l'Internet, il y a eu une très grande valorisation à l'école, école majuscule, justement, de l'interdisciplinarité, des projets collectifs et aussi de l'activité collective et collaborative, instrumentée, outillée par les réseaux. Et d'ailleurs, quand on regarde les publications scientifiques en sciences de l'éducation et de la formation, ce qui n'est pas ma discipline, moi c'est sciences de l'information et de la communication, eh bien on voit là un pic de recherches qui sont réalisées sur les activités d'apprentissage collaborative, les activités d'apprentissage interdisciplinaire. C'est le début de la montée de l'intérêt pour les compétences, pour lesquelles je ne partage pas le même enthousiasme que vous, manifestement. Et puis, ces dernières années, on voit arriver autre chose, et qu'on voit vraiment massivement ici, c'est les possibilités données par le numérique pour le Graal de l'enseignant, c'est-à-dire la personnalisation des activités d'apprentissage. Mais avec un revers de la médaille qui est l'inverse de ce que tu disais tout à l'heure, oui. C'est-à-dire c'est la personnalisation, l'individualisation, la spécialisation, la disparition de la dimension collective des apprentissages, une montée en flèche des iniquités éducatives. Et donc là, il y a une opportunité, bien sûr, de personnalisation importante pour les apprentissages, mais un vrai risque par rapport à toutes ces vertus éducatives que tu évoquais et qui étaient dans ta question. Oui, parce qu'on voit qu'on individualise de plus en plus au détriment de la question collective. Or, je ne sais plus, j'avais la pyramide en tête qui était que plus on est de logique de pair à pair, plus on retient l'information sur 24 heures. Il me semble qu'il y a une pyramide qui dit ça. Alors, la collaboration n'est pas non plus la panacée les pour deux, les apprentissages, hein, bien sûr. Mais elle permet, alors d'une part, de construire cette dimension collective et sociale des apprentissages, qui est quand même une des responsabilités de l'école, si on veut former des citoyens qui vivent vraiment dans une société, indépendamment des apprentissages disciplinaires, etc. Mais aussi, bien sûr, ça c'est totalement attesté par de nombreuses recherches scientifiques, que des activités collaboratives, dans une ingénierie pédagogique bien pensée, qui alterne entre, comme tu en faisais le geste, entre collectif et individuel, collaboration, coopération et individuel, ce sont des démarches qui sont extrêmement favorables à une grande partie des apprentissages scolaires. Du coup, Romain, on touche au territoire, là. Donc, toi, qu'est-ce que tu vois au niveau des territoires et au niveau du maillage, au vu de tout ce qui a été dit? Parce qu'il y a tout un tas d'acteurs qui interviennent. Et donc, est-ce que ça maille? D'abord, bonjour à toutes et tous. Un grand merci pour l'invitation. Je suis obligé, pour répondre, pour aller plus loin dans le débat, de dire un mot sur les intercommunalités. C'est peut-être pas un objet connu de toutes et tous, parce qu'en plus, les intercommunalités, la philosophie de base, c'est justement le décloisonnement et les coopérations. Il y a 30, 40 ans, quand le législateur a décidé de la mise en place des intercommunalités, c'est-à-dire en gros des groupements de communes qui donnent aujourd'hui des métropoles, des agglos, des communautés de communes. La France aujourd'hui est entièrement recouverte d'intercommunalités. Il y a 30-40 ans, d'autres pays européens ont fait le choix de fusionner leurs communes pour passer à 5, 6, 7 000 communes en Allemagne, en Italie, en Espagne. Nous, on a fait le choix inverse. On a voulu garder notre maillage communal intact depuis la Révolution. En revanche, le législateur s'est rendu compte, avec les élus locaux, qu'une commune seule, urbaine comme rurale, ne pouvait plus parfois assumer tel ou tel service public. D'où cette idée de mutualisation et donc la création de ces intercommunalités qui, au fil des réformes territoriales, mais surtout
en fait, au fil de la manière dont les Françaises et les Français vivent leur territoire, la manière dont ils se déplacent, la manière là où ils vivent, là où ils travaillent, là où les enfants vont à l'école, au collège, au lycée. C'est pas la même chose. C'est pas tout le temps dans la même commune. Cette réalité de ce qu'on appelle nous le bassin de vie a pris corps, a pris sens. À cela s'ajoutent d'autres enjeux sociétaux, la lutte contre le changement climatique, la transition écologique, énergétique. Évidemment que ça ne peut pas se faire à l'échelle d'une commune seule, même grande. Ça doit se faire à l'échelle d'un bassin de vie, parfois même à l'échelle d'un bassin versant. Les enjeux de développement économique, d'emploi, les enjeux de cohésion, de lutte contre les vulnérabilités, bref, toute cette nouvelle réalité sociétales font qu'aujourd'hui, eh bien, les intercommunalités s'engagent dans quasiment toutes les politiques publiques. Elles le font bien évidemment en articulation avec leurs communes membres, avec les autres collectivités locales, l'État, et puis tous les acteurs locaux qui s'engagent. Et vous l'avez dit sur tout un tas de politiques publiques. Mais voilà, le bassin de vie et donc l'interco, aujourd'hui, c'est dans le paysage et même dans les politiques éducatives. Voilà, qui est peut-être spontanément pas celle auquel on pense tout de suite, parce que spontanément, l'école élémentaire, c'est la commune, le collège, c'est le département, le lycée, c'est la région. Et en fait, c'est un tout petit peu, comme d'habitude en France, c'est un tout petit peu plus complexe que ça, mais de cette complexité, parfois, on en tire plus de cohérence et une action publique, en fait, mieux coordonnée, plus efficace. Peut-être que j'y viendrai un peu plus tard dans des exemples. Ouais. D'accord. Ce que je remarque, bassin de vie, ouverture de l'école à l'extérieur, logique de pair à pair, reste un point quand même. Donc Xavier, la question du numérique, elle est rentrée partout. Donc les élèves, les parents utilisent, projettent, se posent des questions. Je sais que vous avez fait quelques rapports là récemment sur le sujet. Comment s'intègre le numérique dans tout ce milieu aujourd'hui systémique? Merci. Si ça fonctionne. Merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. On peut peut-être juste, mais très rapidement, à dire pourquoi la CNIL est là et en quoi finalement l'école, ça nous concerne, puisque nous sommes une autorité de régulation chargée de faire appliquer des textes de loi français et européens autour de l'usage des données personnelles. Je voudrais juste rappeler que la CNIL a été créée en 1978, à un moment où l'informatique ne ressemblait pas tellement à celui qu'on a aujourd'hui. Mais cette loi posait des grands principes, et ces grands principes sont toujours dans la loi et ils n'ont pas changé. Et l'article 1 commence comme ça: l'informatique doit être au service du citoyen. Et l'école, par ses apprentissages, elle forme aussi effectivement les citoyens de demain. Le numérique aujourd'hui est extrêmement divers et vaste, et on parle du numérique, on devrait parler des numériques ou des mondes numériques parce que c'est très hétérogène, mais c'est partout. Et les enseignants l'utilisent dans leur vie privée, les enfants l'utilisent à la maison, en dehors de la maison, et puis le numérique est rentré dans l'école aussi. Il est rentré dans l'école par du matériel, souvent fourni par les collectivités territoriales. Il est rentré dans les pratiques pédagogiques avec des enseignants qui peuvent l'utiliser de manière extrêmement diverse. Là aussi, ça peut être d'aller voir telle vidéo sur YouTube dans le cadre de tel apprentissage. On utilise des outils qu'on peut retrouver sur le salon, y compris dans l'individualisation effectivement des apprentissages. Et puis le numérique, même si maintenant il y a des pauses, notamment au collège, en attendant peut-être que ça passe au lycée et ailleurs, un usage individuel des élèves dans les toilettes, à la cour de récréation, voire en classe. Donc tout ça est très, très divers. Et toute la communauté éducative, et qui n'est donc pas que l'école, mais qui sont effectivement aussi les parents, les collectivités, un certain nombre d'acteurs publics, associatifs, doivent se saisir de ce sujet-là pour faire sens.
Et nous, ce qu'on constate, puisque nous allons sur le terrain, on va aussi dans les écoles, les collèges, les lycées, et on produit des ressources pédagogiques sur le sujet de la protection des données personnelles, de la protection de la vie privée, pour que les enseignants, les éducateurs, les animateurs s'en saisissent, en lien là où il y a des petits points d'accroche dans les programmes scolaires. Ce qu'on constate, c'est une difficulté à travailler ensemble. C'est-à-dire que cette communauté éducative, elle existe sur le papier, elle a beaucoup de mal à vivre. On essaye de faire des choses avec des établissements scolaires pour faire venir les parents. Faire venir les parents dans les établissements scolaires, c'est très compliqué. Mais il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses sur tout le territoire. Ce qu'on a constaté, nous aussi, qui sommes une autorité nationale uniquement basée à Paris, c'est quand on va dans les territoires et quand on essaye de s'implanter un petit peu en y allant souvent, c'est que les acteurs locaux, bien souvent, et étonnamment, ça nous a beaucoup surpris, ne se connaissent pas. Et alors ça, c'était vraiment une surprise, c'est que nous qui arrivons de Paris, donc quand on va en région, c'est toujours un peu particulier d'arriver de Paris, parce qu'on est attendu avec... pas des fusils, mais un petit regard. Oui, bon, les Parisiens vont encore nous donner des leçons. C'est que justement, en n'étant pas du territoire, on arrivait à créer ce lien. Et je voudrais juste donner un exemple. Mercredi, ici, sur cette scène, la ville de Marseille a gagné un prix AFINEF pour les collectivités sous le titre de l'Alliance éducative. Parce que, alors on en fait partie, mais avec la ville de Marseille, ils ont réussi pour les écoles de la ville à créer un vrai parcours d'apprentissage citoyen autour du numérique, y compris dans les apprentissages à l'école, en fédérant un certain nombre d'acteurs locaux et nationaux. Et ça change les choses, effectivement, ne serait-ce ça m'a beaucoup marqué quand on y était, la perception que les enseignants ont de leurs élèves quand ils sont dans des approches qui ne sont pas purement pédagogiques et scolaires. En fait, il y a des élèves qui se révèlent dans ce type d'activité-là et qui va leur donner de la confiance ensuite pour les activités, on va dire, plus classiques de l'école. Donc ça, c'est assez intéressant de voir comment, effectivement, on arrive quand même parfois à faire des choses bien et qui ont des impacts positifs. Du coup, ça va être le deuxième tour. Hein. Merci, ça me permet de rebondir. J'ai deux questions à vous poser. La première, c'est les conditions d'implémentation du numérique, ce que vous voyez, vous, de votre côté. Et puis cette question du passage à l'échelle. Parce qu'on voit bien, hein, il y a une myriade d'actions qui ont des résultats, mais comme tu disais, il y a une méconnaissance parfois territoriale du nombre d'acteurs qui peuvent intervenir ensemble, et donc moi ce que j'appelle de la perte en ligne en fait, avec des acteurs qui vont même peut-être parfois se retrouver concurrents, alors qu'on a tous intérêt à avancer dans le même sens. Jean-François, je commence par vous. Oui. Alors là, j'ai bien entendu la question. Désolé pour l'erreur de prénom bon. tout à l'heure, c'est mon papier qui est dégueulasse. Ah, ok, non, pas de problème. Peut-être que je vais répondre en rapportant quelques résultats d'une recherche que nous avons réalisée à Tecné avec bien d'autres pendant 4 ans jusqu'à l'année dernière, qui était soutenue par la Direction du numérique pour l'éducation et qui portait sur les écosystèmes d'innovation territoriaux sur le numérique pour l'éducation, de voir à quelles conditions il y avait cette dynamique avec une vision écosystémique donc qui s'intéresse aux interactions entre les différentes parties prenantes de tout type. Et puis voir à quelles conditions cette dynamique existe et à quelles conditions aussi elle peut être pérennisée. C'est-à-dire en ayant en regard cette question de la pérennisation par rapport aux beaux projets qui vivent le temps d'un financement et puis ensuite qui s'éteignent alors même qu'ils ont été très intéressants. Donc on a travaillé 3 laboratoires, le CREAD à Rennes, le CREN au Mans et puis Tecné à Poitiers, et avec des partenaires, les académies, Réseau Canopé, la FINEF, EdTech France, des associations, dont celle-là, et quelques autres partenaires, pour faire un travail de terrain, des enquêtes, des observations. Alors bon, je vous fais grâce à de la méthodologie, d'ensemble des résultats et tout ça, mais juste tout ça pour dire quoi
qu'il y a beaucoup, on a mis à jour ce que tu disais, que vous aviez, c'est-à-dire beaucoup de liens d'interdépendance, mais aussi l'ignorance sur un même territoire d'acteurs qui ont pourtant tout intérêt à échanger, à travailler ensemble. Donc, pour que ça fonctionne, la nécessité de trouver des dispositifs qui favorisent les rencontres, les échanges, dont la productivité immédiate n'est pas assurée, mais à moyen et long terme, oui, indispensable aussi. Un deuxième point qui est ressorti, alors ce sont des banalités, mais je pense que c'est pas mal de les rappeler quand même, c'est que ce qui constitue une condition indispensable aux initiatives dans les établissements scolaires, c'est la permanence des politiques publiques. Et donc, bon, peut-être que c'est pas bien de dire ça dans celui-là, mais quand on change de ministre 2 fois par an au moins, c'est assez peu favorable au projet et au projet qui dure. Donc, dispositif pour connaître l'écosystème, permanence des politiques publiques, collégialité des décisions des politiques publiques. Alors, on a observé des exemples et contre-exemples. Hein. Un très bel exemple en Charente, d'un projet qui était pas du tout évident à faire fonctionner en collège et qui a finalement survécu à un changement de majorité politique au conseil départemental parce qu'il y a eu une décision explicite de maintenir un projet dont l'intérêt avait été observé. C'était quand même assez intéressant. Puis à l'inverse, et là je ne vais pas les citer, on a observé beaucoup de projets qui ont capoté parce que changement d'équipe, quel que soit le niveau d'ailleurs, et du coup arrêt des projets. Donc voilà, ça c'est ce que je souhaitais répondre à cette question-là, et en ajoutant encore 2 points qui sont très différents. Un, c'est la nécessité, alors là c'est plutôt adressé à l'éducation nationale, de continuer à favoriser ou à ce qu'existe un espace d'initiative pour les enseignants, qu'ils puissent s'autoriser à prendre des initiatives. Ça, c'est à toutes les échelles de la très verticale hiérarchie de l'éducation nationale. Mais que ces initiatives puissent être prises, alors, elles sont encadrées par la loi, hein, c'est la liberté pédagogique, enfin le texte de loi ne dit pas grand-chose, mais pour qu'elles soient réelles, il faut aussi pour qu'elles soient intéressantes surtout, il faut aussi qu'elles fassent l'objet d'évaluation et d'expérimentation pour permettre bien évidemment de partager les bonnes initiatives, mais aussi de partager les mauvaises en disant qu'il est mieux de ne pas les reproduire. Puis dernier point qui est une réponse aussi, mais une réaction aussi à ce que vous avez dit tout à l'heure. Il y a quelques années encore avant, mais il n'y a pas bien longtemps, Tecné a été l'un des bras armés d'une enquête de la Cour des comptes sur le financement public du numérique éducatif. Et l'une des conclusions de cette enquête, qui reste, je pense, très intéressante, même si évidemment sur le terrain les situations ont changé, une des conclusions de la Cour des comptes, hein, Tecné a fait un travail de terrain, je ne vais pas me substituer à la Cour des comptes dans ses conclusions, sinon les rapporter ici. Une des conclusions, c'est que la dimension territoriale était essentielle à la dynamique des écosystèmes, mais que, avec des politiques nationales mal pensées en direction des territoires, elle avait aussi un fort inconvénient, c'est d'introduire beaucoup d'inégalités territoriales. Alors il y a un exemple, il a été question de TNE, la Vienne, département de la Vienne, TNE, collège de Latillé participe à TNE. TNE, territoire numérique éducatif, ça a commencé par 2 départements démonstrateurs, Aisne et Val d'Oise. Tecné avec le laboratoire Bonheur de Cergy, on a fait l'évaluation de ces 2 démonstrateurs, étendu à 10 autres départements, dont le département de la Vienne, un par région académique, pardon. Et puis ensuite, rien. Donc, voilà, il n'y a pas que 12 départements en France. Et les élèves n'ont pas choisi le département dans lequel ils vont être au collège. Donc il y a vraiment des très grandes inégalités qui sont liées à certaines caractéristiques des politiques territoriales. Bah, du coup, je passe directement la parole à Romain. Hein. La question du passage à l'échelle, évidemment, elle doit répondre au principe de base français, c'est l'égalité des citoyennes et des citoyens face à la loi, mais aussi face aux services publics, tous services publics confondus. Mais est-ce qu'on en est capable? Est-ce que vraiment on en est capable? Quand l'État fonctionne avec du stop and go, au-delà même du changement du casting, c'est ça encore le casting, bon. Ce qui est important, c'est les politiques publiques portées par l'État.
l'État qui est garant d'un nombre de choses incalculables. La logique des appels à projets, vous l'avez dit, il y a les gagnants, il y a les perdants. L'appel à projet dure 3 ans. Et puis, le lendemain de la 3e année, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est aux acteurs locaux de prendre le relais. Et ils le peuvent ou pas? Ils ne le peuvent pas parce qu'il y a des territoires pauvres, vraiment, où les collectivités sont pauvres, où les acteurs locaux, associatifs, à but lucratif ou à but non lucratif, les collectifs de citoyens ne peuvent pas prendre le relais. Il y a des territoires plus riches, c'est vrai, qui pourraient, mais qui ne le peuvent pas, soit par un choix politique, partisan, mais ça relève de la démocratie locale, soit parce qu'il n'y a pas encore, et vous avez raison, il n'y a pas encore cette dynamique de coopération. Il n'y a pas encore cette dynamique de on se fait confiance, allez, on bosse ensemble. Moi, ville-centre, je bosse avec mes communes périurbaines, je bosse avec mes villages aux alentours, parce qu'en fait, mon périmètre est cohérent, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le périmètre du bassin de vie. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Donc ce passage à l'échelle, en plus, est-ce que, on peut revenir, en fait on questionne aussi un peu la place de l'État qui, en plus, en matière d'éducation, là, est centrale, et même de politique éducative plus globale. On peut rien faire sans l'école, autour de l'école. Ah bah mince, j'ai perdu mon idée. C'est bon. 2 exemples. Le ministère de l'Éducation nationale a lancé deux initiatives, 2 démarches territoriales. Les cités éducatives dans les quartiers populaires, qui normalement doivent permettre à un établissement scolaire de mieux coopérer avec les acteurs associatifs, les collectivités, pour la réussite éducative des enfants et pour l'accompagnement des familles qui sont en difficulté. On a un peu la même chose, en tout cas la même philosophie, dans les territoires ruraux, avec la démarche territoire éducatif rural. Ça, c'est très bien. Ces 2 initiatives, là, pour le coup, l'État est dans son rôle. Il se dit, voilà, l'école, c'est moi, mais l'éducation, c'est moi, les programmes, le programme éducatif, c'est moi. Donc, j'ouvre mes établissements et je permets ces coopérations et ces dynamiques locales. C'est très bien. Mais ensuite, il faut laisser les territoires s'en emparer ou pas. Je ne sais pas si on peut vraiment descendre depuis Paris, aller partout et dire, bon, maintenant, les gars, vous bossez. Parce que regardez, ça marche bien en Vienne, ça marche bien à Brive. Pourquoi ça ne marche pas bien chez vous? On n'a pas encore trouvé la méthode. En tout cas, celle-ci, avec le recul, elle fonctionne de moins en moins. Il faut plutôt, mais ça prend plus de temps, c'est clair, ça prend plus de temps. Il faut donner les conditions, c'était votre première question, il faut donner les conditions de réussite. Ça veut dire qu'il faut donner de la visibilité, il faut donner du temps, il faut donner de la clarté, de la stabilité. Et donc, il ne faut pas changer tous les 6 mois les règles du jeu. Il ne faut pas changer les appels à projets. Et ensuite, il faut laisser les acteurs locaux. Dans certains territoires, ça va prendre 10 ans. C'est vrai. Ça va prendre 10 ans. Désolé. Désolé pour les parents, pour les enfants, pour les professionnels. Mais il faut l'accepter. Dans d'autres territoires, ça peut prendre 6 mois. Bravo. Mais je crois qu'il faut laisser les dynamiques locales naître, se construire. Et c'est là où l'interco peut être utile. Parce que construire un projet éducatif et social à l'échelle d'un territoire de 40 communes, tout d'un coup, ça peut bénéficier à un réseau. Là, je parle plutôt du primaire, puisque le bloc local est compétent plutôt sur le primaire. Tout de suite, ça bénéficie à un plus grand nombre d'élèves. Mais on a... Et c'est vrai que c'est difficile. Et on a parfois des interlocuteurs à l'échelle nationale qui ne veulent pas entendre ce discours, et même d'ailleurs qui ne l'acceptent pas. Et peut-être même qu'il n'est pas acceptable, ce discours. Dire non. Les cités éducatives ou les territoires éducatifs ruraux, voilà, dans 2 ans, ils sont partout. Et ils sont partout pareil. Et ça marche partout pareil. En fait, c'est pas le cas. Donc toute la question, en tout cas pour l'État, je ne sais pas si c'était ça, c'est de donner à toutes et tous les mêmes conditions de départ, d'accompagner peut-être les territoires qui en ont le plus besoin, mais on ne peut pas aller plus loin. À un moment, il faut qu'après chacun prenne ses responsabilités. Si je traduis, c'est donner un cadre dans lequel chaque culture, chaque situation a la liberté d'action avec sa temporalité. Nathalie, à votre niveau, qu'est-ce que vous voyez? Avec peut-être un point
Moi, je représente aussi une alliance de grands groupes qui sont des acteurs du développement socio-économique et culturel des territoires. Et on a beaucoup de mal à travailler avec le système, depuis longtemps, avec le système éducatif. Ça se comprend dans l'histoire. Mais aujourd'hui, on porte aussi des actions de manière à développer, accélérer cette prise en compte et cette pluralité, entre guillemets. Donc c'est un peu les deux points. Qu'est-ce que vous voyez, vous, en termes de limites, ou en tout cas d'action, de valorisation de projets, pour qu'ils soient plus pérennes, ou en tout cas visibles? Et puis la question, si vous la traitez ou pas, la question de la pluralité d'acteurs. En ce qui concerne les actions menées, en fait, et en particulier sur le numérique, là, on est dans une phase où il y a clairement une grande accélération des changements. Ce qu'on disait là, c'est que la question de la pérennité est importante, mais à la fois, le contexte évolue en permanence et les usages de nos jeunes évoluent chaque jour, en fait, parce que les outils qui sont mis à leur disposition changent en permanence. Donc en fait, il y a cette double temporalité de quelque chose qui va s'inscrire dans le temps et qui va être rassurant avec une grande lisibilité, et à la fois des pratiques en fait qui sont en évolution perpétuelle. Et ce qu'on constate nous aujourd'hui, c'est qu'un point de friction en fait parfois, c'est quand on a un projet qui arrive dans un établissement, un déploiement d'outils, espace numérique de travail avec des spécificités, une offre de documentation, une offre d'outils d'apprentissage, quel qu'il soit. Et en fait, très souvent, on se rend compte qu'on est assez décorrélé des usages de nos élèves. Donc en fait, le point de départ, me semble-t-il, c'est comprendre en fait quels sont les usages. Et ça va très vite, ça change beaucoup. On s'est rendu compte, on a fait un petit groupe de travail sur le numérique dans l'établissement, et certains enseignants, en fait, même entre les enseignants, leur connaissance des usages des élèves est très variable. Et par exemple, certains pensaient qu'un élève pouvait faire une recherche quelconque sur une connaissance, une date, j'en sais rien, en allant faire une recherche sur un moteur de recherche qu'on connaît tous. En fait, plus du tout. Plus du tout. Il y a déjà quelques temps, ils faisaient ça sur des réseaux sociaux, et maintenant, c'est via l'intelligence artificielle. Donc, en fait, la connaissance des usages me semble fondamentale, et c'est là que, parfois, on arrive avec des solutions qu'on pense toutes faites avec nos têtes d'adultes qui ne correspondent pas en fait aux usages des adolescents. Et on a le même changement de paradigme en fait, entre ce que les parents et les familles et parfois les partenaires pensent des usages des adolescents par rapport à ce qu'ils sont réellement. Et je pense qu'un des points clés, c'est de vraiment partir d'eux en fait. De quels sont leurs usages, et après vraiment travailler. Et c'est là où les acteurs sont fondamentaux, et je crois qu'on a tous besoin d'être ensemble pour travailler sur tout ce qui relève de l'éducation à l'esprit critique, l'éducation aux médias et à l'information, le rapport qu'ils ont à l'information, à une source, etc. Et la protection aussi de ce dont on parlait en amont, là, de leur identité numérique. Et ça, c'est fondamental. Et pour l'instant, tant qu'on n'arrive pas à faire converger ces deux systèmes qui sont impensés peut-être plus sur du temps long qui est fondamental et un usage qui évolue sans cesse, ça pose des difficultés. Du coup, ça m'amène une super transition. Si on replace l'enfant au centre, au cœur de l'ensemble du dispositif, avec un changement de regard par rapport à la réalité d'usage, est-ce que c'est quelque chose que vous aussi vous voyez, et comment vous l'abordez? Oui, alors, pour rebondir sur ce que disaient mes collègues, d'abord, c'est que les politiques publiques passent, mais les enseignants, les élèves, les chefs d'établissement, eux, restent. Et s'il y a un projet qui doit être durable dans nos établissements, c'est le projet d'établissement. Et pour cela, il faut qu'on ait quelque chose de clair, simple, lisible par tous. Dans mon établissement, on a eu la chance de pouvoir faire dessiner notre projet d'établissement. Et après l'avoir fait dessiner, on l'a fait coller dans le hall de l'établissement. Il est très clair. Tous les matins, quand on vient dans l'établissement,
on sait pourquoi on y vient. De manière très imagée, on sait qu'on est un établissement ouvert qui travaille avec des partenaires. On sait qu'on est là pour travailler les compétences psychosociales, parce que c'est majeur et c'est central aujourd'hui à notre époque. Si on veut vivre correctement avec des compétences numériques très avancées, parce que nos élèves sont parfois très experts, là où nous-mêmes, on ne comprend plus rien, on a besoin de travailler sur des compétences humaines qui sont essentielles. Donc les 3 piliers que sont les compétences psychosociales sont travaillés ou doivent être travaillés en tout cas dans chaque action. Donc oui, moi du point de vue de l'établissement, du point de vue des élèves, j'ai pu voir que quand on décloisonnait, il y avait des réussites. Par exemple, la pause numérique que nous avons expérimentée il y a 2 ans, au moment où il y avait une expérimentation ou 2 par académie, nous a permis de voir que quand on s'adresse en plus de ça aux usagers, quand on les laisse choisir, quand on les laisse décider, ils vont même beaucoup plus loin que nous. Puisque moi, ce sont des élèves qui ont fait la promotion de la pause numérique auprès d'autres élèves. Ce sont mes élèves qui ont rencontré des entreprises, qui sont venus leur proposer des dispositifs et qui après ont vendu, entre guillemets, le dispositif à d'autres établissements scolaires. Ensuite, le numérique doit être réfléchi et ça doit être un axe fédérateur. Par exemple, il est urgent de s'interroger sur la place de l'esprit critique. Comment on développe l'esprit critique dans nos établissements? On expérimente, alors petitement, on bricole, mais c'est ce que disait Jean-François tout à l'heure, il faut laisser aux enseignants la possibilité d'expérimenter, de tester le droit à l'erreur et proposer à nos élèves, mais aussi aux adultes qui encadrent. On teste modestement, là, cette année, depuis 2 ans, une classe média qui analyse les fake news. On développe la web radio. Et c'est par ces actions-là qu'on peut faire de nos élèves des citoyens engagés, éclairés, qui développent leur esprit critique. Tout à l'heure, on en a parlé, donc c'est bien évidemment la juxtaposition de tous ces partenaires. Eh bien, il faut arrêter de les faire juxtaposer, il faut arriver à en faire pas des prestataires, mais des partenaires. Hier matin, par exemple, dans mon établissement, on avait une petite crise à gérer, d'élèves, réseaux sociaux, harcèlement. On a fait venir le coach du club sportif auquel appartiennent ces élèves et il a participé à la résolution du problème dans le bureau de la CPE, avec la CPE. On ne fait pas coexister le collège et les clubs sportifs, on les fait travailler ensemble. C'est ce qu'on a fait par exemple avec l'intercommunalité. Les communes nous disaient, je dévie un peu mais vous me rattraperez, nos communes ont des fonds, les CCAS, dans les CCAS, qui ne sont pas utilisés et donc les familles ne sollicitent pas. Sauf que nous, du point de vue de l'établissement, on est au courant des situations et nos fonds sociaux ne sont pas extensibles. Et donc, on était à la limite de pouvoir aider les familles. Et grâce à ce dialogue avec des élus de communes qui, normalement, ne discutent pas avec le collège, puisque c'est la collectivité départementale qui est la référente, eh bien, on a réussi à expérimenter, là, depuis l'année dernière, un fonds social intercommunal. Et comme ça, les crédits des communes qui ne sont pas utilisées sont à nouveau mobilisés et peuvent aider les familles. Parce qu'on sait tous que dans un territoire, quand une famille va bien, les enfants vont bien, l'école fonctionne bien, et après, en écho, ce sont les associations, ce sont les vies des petits villages, mais aussi après les entreprises. Parce que du coup, on permet à nos jeunes d'être disponibles pour les apprentissages et du coup on fait des citoyens qui sont ancrés et solides. Xavier, pour finir cette table ronde, parce que je voudrais quand même laisser un tout petit peu de temps à des questions ou des remarques. On a parlé d'esprit critique, on a parlé de citoyenneté, on a parlé d'ouverture, on a parlé de transfert de fonds au niveau territorial. Vous travaillez quand même beaucoup sur ces sujets-là. Finalement, au vu de tout ce qui a été dit, vos conclusions? La conclusion, je crois que c'est qu'il faut être optimiste. Il y a beaucoup de choses formidables qui se font partout. Il y a effectivement des expérimentations et la question du passage à l'échelle, c'est aussi comment est-ce qu'on valorise ces expérimentations qui fonctionnent bien, qui ont des résultats positifs, pour que d'autres s'en saisissent.
mais s'en saisissent non pas pour en faire un copier-coller simplement comme ça, mais l'adaptent effectivement à leur territoire, à leurs enjeux locaux, à leur bassin de vie, à leur population. Parce qu'effectivement, il y a des inégalités entre les territoires, entre les familles, entre les établissements scolaires. Et donc, c'est aussi comment est-ce qu'on valorise ce qui fonctionne et comment même les collectivités, entre elles, arrivent à dialoguer sur ce qui fonctionne dans leur territoire pour s'inspirer mutuellement. On a besoin d'un cadre certainement fixé par l'État, d'abord par des lois, etc. Mais on ne peut pas calquer un même modèle partout. Donc je crois que c'est effectivement très important ce niveau local, ce niveau de terrain. Je pense que si je me remémore, quand moi j'étais collégien ou lycéen, on était certainement plus passif que les élèves d'aujourd'hui parce que c'est l'enseignant qui savait et on venait apprendre. Et aujourd'hui, les élèves, sur un certain nombre de sujets, je veux dire qu'ils en savent plus que leurs enseignants, quoique parfois, mais en tout cas, ils sont en capacité de les challenger. Alors, peut-être certainement parfois par des choses totalement erronées qu'ils ont pu lire en interrogeant une IA générative qui a halluciné ou en lisant sur les réseaux sociaux des choses qui sont mises en avant mais qui ne sont pas exactes. Mais donc le dialogue élève-enseignant est complètement différent. Et c'est pour ça que le terrain, c'est très important parce qu'on est obligé de prendre ça en compte aujourd'hui quand on s'adresse à la fois aux enseignants, aux élèves et aux parents parce que la place de l'école dans la famille aussi est certainement très différente aujourd'hui de ce qu'elle était avant, même si tout le monde a toujours énormément d'attentes auprès des établissements scolaires et on pense que ça va sauver le monde. Je pense que c'est vrai, mais certainement pas toute seule. Et donc, il y a plein de choses qui fonctionnent, il y a plein de gens qui sont engagés. Mettons ça en valeur, essayons de valoriser ce qui fonctionne et de passer à l'échelle comme ça. Écoutez, je vous remercie tous et toutes, puisqu'on a tenu le délai. Hein, vous voyez, il reste 7 minutes. Donc, et je pense qu'on a fait un tour à peu près complet. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques dans la salle, puisqu'il nous reste 5 minutes? C'est toujours la première qui est compliquée à poser. Merci, bonjour. Je m'appelle Laurent Kaufmann, je suis principal de collège et représentant syndical de la CFDT. Merci pour ces témoignages, notamment de choses qui fonctionnent. Pour avoir mis en place sur un territoire, la Seine-Saint-Denis, assez difficile, des partenariats, je pense qu'une des pistes qui a été un peu évoquée, c'est les formations communes entre des gens qui sont des acteurs différents. C'est très difficile de travailler ensemble déjà à l'intérieur d'une structure comme un établissement scolaire et ça prend du temps qu'on a de moins en moins, mais je crois qu'il y a une dimension partenariale qui ne peut pas se décréter mais qui doit s'accompagner et je pense qu'il y a ce qu'il faut qu'on arrive à porter maintenant, c'est des logiques de formation commune, pas forcément très longues, sous la forme j'ai suivi autrefois le DU adolescent difficile de Philippe Jamet où c'était sur cette question-là des gens de la gendarmerie, de la police, de la justice et de l'éducation nationale qui travaillaient ensemble. Donc voilà, je pense que c'est des pistes qu'il faut qu'on arrive à porter de manière politique au sens noble de la politique. Une remarque, merci pour ta remarque, cher collègue. Effectivement, et la première démarche d'abord, avant de se former ensemble, c'est de travailler ensemble et de se rencontrer. Quand je suis arrivé dans l'établissement, j'ai fait un diagnostic, j'ai essayé de cartographier un peu tous les acteurs, et ce centre socioculturel ne dialoguait pas avec nous. Et on a commencé à donner du temps, d'abord par des temps de déjeuner, parce qu'on est bien français, et que c'est formidable, autour de la table, on peut décider de grandes choses. Et une fois qu'on a mis ça en route, eh bien, ça y est, c'était sur les rails et on pouvait enfin, et là, enfin cette année, on va avoir, comme tu le disais, une formation commune, justement, sur les compétences psychosociales, mais on pourrait en avoir également sur le harcèlement, parce que souvent, le harcèlement, c'est un sujet très transversal dans le club sportif, dans l'établissement, dans le centre de loisirs. Donc, on a plein de sujets, effectivement, se donner du temps
pour discuter et travailler avec nos partenaires, c'est essentiel. Quelqu'un d'autre veut réagir? Non? Une deuxième question peut-être ou remarque? Si je peux me permettre de reprendre la parole, c'est parce que je peux peut-être quand même avoir un autre point de vue sur la question, enfin un point de vue pas différent mais complémentaire à celui qui a été donné à la remarque tout à l'heure. C'est toujours en se référant à l'étude qu'on a faite et qui s'appelle REV, là, des écosystèmes d'innovation. Ce qu'on a vu, c'est la grande différence qui existait entre les logiques de dispositifs où on mettait en place des plans de formation, par exemple, ou des plans de concertation, etc. Et des logiques de projet. Et on observe la différence d'implication et d'impact sur le changement des pratiques et les dynamiques d'innovation. Les projets sont beaucoup plus efficaces que les dispositifs, parce qu'on a de bonnes raisons de faire des choses ensemble. On a une raison de se retrouver pour faire des choses ensemble, quand ce qui manque, c'est le temps. Enfin, bien sûr, hein, je suppose pour vous aussi. Bah écoutez, on a tenu tout le temps, à moins qu'il y ait encore une remarque. Non? Bah écoutez, je vous remercie. Je vous remercie tous et toutes. C'était, je trouve qu'on a vraiment fait le tour, quelque part, de la question. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire. Hein. Merci.